Chacune de ces 4 personnes a joué un rôle important dans le fonctionnement de ce réseau de traite sexuelle et ont causé des préjudices importants aux 13 victimes identifiées dans cette plainte, ainsi qu'à d'autres qui n'ont pas été nommées. Une ancienne procureure et un proxénète présumé, accusés d'avoir gagné des millions en vendant du sexe et d'avoir dirigé un réseau de traite sexuelle avec l'aide d'autres personnes. J'examine les accusations et j'explique pourquoi l'affaire est loin d'être terminée. Je suis Anjanette Levy et voici Crime Fix. Les procureurs prêtent serment de respecter la Constitution et de rendre la justice. Et ce que cela implique, c'est qu'un procureur doit suivre la loi et ne pas la violer. Mais une procureure de la région du Grand Minneapolis est accusée d'avoir utilisé sa position comme une sorte de couverture, un emploi de façade, qui aurait pu cacher pendant des années une entreprise illicite dont elle est maintenant accusée d'être à la tête. Cette entreprise, un réseau de traite sexuelle que la procureure du comté de Hennepin, dans le Minnesota, affirme que ce réseau a fait au moins 13 victimes, peut-être plus. La procureure accusée d'avoir enfreint la loi est cette femme, Andrea Lee Sampson. Elle a 35 ans. Jusqu'en mars 2026, le profil LinkedIn d'Andrea indiquait qu'elle travaillait comme procureure au bureau du procureur du comté d'Anoka. Andrea Sampson a travaillé dans la division du droit de la famille et du contentieux civil de ce bureau jusqu'à ce qu'elle soit mise en congé le 25 février. Et puis, le 9 mars, elle a été licenciée. Pourquoi, vous vous demandez peut-être? Elle y travaillait depuis 2017. Il s'avère qu'Andrea Simpson faisait l'objet d'une enquête pour avoir enfreint la loi. Le 13 août, elle et 3 autres personnes ont été placées en garde à vue et inculpées de 26 crimes liés au travail du sexe. Voici Mary Moriarty, procureure du comté de Hennepin. Le jeudi 13 août, les procureurs du comté de Hennepin ont déposé des chefs d'accusation sous scellés contre 4 personnes pour avoir dirigé un vaste réseau de traite sexuelle dans le comté de Hennepin. Les 4 personnes ont été placées en garde à vue sans incident vendredi. Je tiens à remercier le BCA pour son excellent travail, sa persévérance et sa collaboration constante et régulière dans le développement de ces enquêtes aux côtés de nos procureurs. Tara Ferguson Lopez a été la procureure principale dans cette affaire. Les 4 personnes qui ont été inculpées sont Frank Reeves, Victoria Komanosh, Catherine Toms et Andrea Sampson. Monsieur Reeves, Madame Komanosh, Madame Toms et Madame Sampson sont chacun accusés de 13 chefs d'inculpation pour avoir favorisé la prostitution d'une personne et de 13 chefs pour avoir reçu des profits de la prostitution. 26 chefs d'inculpation chacun. 104 chefs d'inculpation au total. Maintenant, si vous vous demandez de quoi chaque personne est accusée, la plainte pénale indique que chaque personne avait un rôle distinct dans cette organisation. Les agents de l'État disent que Frank Reeves, c'était le proxénète et Victoria Komanash l'a assisté. Les agents disent que Catherine Tomes possédait le site web où les femmes passaient leurs annonces et qu'une ancienne procureure, Andrea Simpson, s'occupait de la partie administrative grâce à son expérience juridique. Les agents ont écrit: les forces de l'ordre ont appris au cours de leur enquête que la prévenue Reeves et la prévenue Komanash sont activement impliquées dans le recrutement et la publication d'annonces de prestations sexuelles tarifées pour de nombreuses femmes, ont fixé les tarifs des rendez-vous pour des prestations sexuelles tarifées impliquant de nombreuses femmes, ont procuré des appartements et d'autres lieux où ont lieu des prestations sexuelles tarifées, ont collecté et reçu les bénéfices de ces prestations sexuelles tarifées impliquant différentes femmes, et ont pris d'autres mesures pour assurer les communications et le fonctionnement de l'organisation de traite sexuelle elle-même. La prévenue Tom possède et gère le site d'annonces de prestations sexuelles tarifées en ligne, Minnesota Erotica Personals, sur lequel différentes femmes ont été affichées pour des prestations sexuelles tarifées. Toms, en collaboration avec Reeves et Komanash, collecte de l'argent auprès des victimes affichées sur ce site web au moment de la première mise en ligne d'une annonce de prestations sexuelles tarifées et à chaque fois qu'une annonce est remontée. Le prévenu Sampson, qui travaillait auparavant comme avocate, aurait trouvé et fourni des lieux pour que des prestations sexuelles tarifées aient lieu, ainsi que d'avoir aidé à créer et à maintenir des LLC, qui semblaient être diverses sociétés écrans pour aider l'opération à dissimuler et à canaliser les profits de l'organisation de traite sexuelle. Wow! Selon la plainte, le réseau de traite sexuelle opérait depuis 2020.
Le niveau de sophistication dans la victimisation à des fins lucratives est inquiétant. Et ces accusations représentent le début d'un processus visant à tenir ces 4 personnes responsables. Je veux dire, quand on parle de traite sexuelle à des fins commerciales, ce genre de choses, c'est vraiment, en quelque sorte, je pense que cela minimise ce qui s'est passé et le mal qui a été fait ici. Personne ne veut être impliqué dans un réseau de traite sexuelle. C'est quelque chose qui vous arrive. Les 13 victimes et d'autres sont des victimes et ont beaucoup souffert d'avoir été forcés à faire partie du réseau de traite sexuelle. Je veux donc reconnaître le courage des victimes qui ont travaillé avec le BCA et notre bureau pour aider à poursuivre ces affaires. Nous reconnaissons la confiance que vous nous avez accordée pour tenir ces accusés responsables. La plainte pénale décrit ce que les 13 victimes ont raconté aux agents à propos de leur expérience avec ce... Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. La plainte indique que la victime numéro 1 a informé les agents qu'elle offrait des services sexuels tarifés pour l'organisation depuis plusieurs années, tant dans un appartement sur Main Street à Minneapolis, dans le comté de Hennepin, qu'auparavant à une adresse sur Walker Street à St. Louis Park, également dans le comté de Hennepin. La victime numéro 1 a indiqué que la prévenue Comonash l'aidait à créer et à publier ses annonces de services sexuels tarifés sur Minnesota Erotica, minnesotaerotica.com, pour lequel elle doit payer 6 dollars par annonce, organise ses rendez-vous sexuels tarifés et collecte l'argent auprès d'elle, ce qui représente un minimum de 100 dollars par client. La victime numéro 1 était présente à une adresse connue pour être utilisée par cette organisation pour des services sexuels tarifés et où les forces de l'ordre ont exécuté un mandat de perquisition le 25 février 2006. En plus des preuves de services sexuels tarifés à l'intérieur de l'appartement, les agents ont trouvé des enveloppes blanches étiquetées avec des dates et les initiales de la victime numéro 1 qui contenaient une somme totale de 650 dollars en espèces au moment de l'exécution du mandat. Une autre victime a confirmé l'histoire concernant le fait de laisser de l'argent liquide dans une enveloppe blanche. Une agente a écrit « La victime numéro 3, qui a informé les agents qu'elle fournissait des services sexuels tarifés pour l'organisation de mai à novembre 2025 dans un appartement à Minneapolis. La victime numéro 3 a indiqué qu'elle devait payer 100 dollars par client et qu'elle laissait l'argent dans une enveloppe blanche avec ses initiales et la date dans l'appartement. La victime numéro 3 a déclaré qu'elle avait été recrutée par et qu'elle communiquait avec la prévenue Comonash, qu'elle pensait être la responsable. Il y a aussi des allégations sombres et terrifiantes selon lesquelles Frank Reeves, le proxénète accusé, aurait agressé sexuellement au moins une victime présumée. La plainte indique que la victime numéro 4 a informé les agents qu'elle fournissait des services sexuels tarifés pour l'organisation de Première 2020 jusqu'en novembre 2024. 5. Elle a déclaré que la prévenue Comonash avait pris les premières photos d'elle et avait publié son annonce sur Minnesota Erotica, pour laquelle elle devait payer des frais à chaque publication. La quatrième victime a déclaré qu'elle devait mettre au minimum 100 dollars par client dans une enveloppe blanche portant ses initiales et la date, qui serait ensuite récupérée par la prévenue Comonash, et que Comonash s'occupait de la plupart des plannings. La quatrième victime a déclaré que le prévenu Reeves disait aux filles qu'il était là pour, je cite, « veiller sur elles », mais qu'il avait souvent des rapports sexuels avec les filles et qu'il en avait agressé sexuellement une dans un appartement à Bloomington.
La prévenue Komanash était présente à ce moment-là et empêchait les autres filles d'entrer dans la pièce où l'agression avait lieu. Donc la victime numéro 4 est citée comme ayant dit cela. Frank Reeves a affirmé qu'il était là pour veiller sur les filles. Mais au lieu de cela, il couchait souvent avec elles et en a agressé sexuellement une, et Komanash a empêché une femme d'essayer d'arrêter une agression sexuelle. La plainte continue. La victime numéro 7, qui a informé les agents qu'elle fournissait des services sexuels tarifés pour l'organisation d'environ 2019 jusqu'en octobre 2025. La victime numéro 7 a déclaré que l'accusé Komanash s'occupait de prendre ses photos et de la former à faire ce travail. Elle a déclaré qu'elle pouvait garder la moitié de l'argent qu'elle gagnait et que le reste allait à l'organisation dans une enveloppe blanche portant ses initiales. Elle a déclaré qu'elle figurait sur Minnesota Erotica sous réserve des frais qu'elle devait payer et qu'elle travaillait principalement dans un appartement à Saint Louis Park et dans un autre appartement près de l'autoroute 100. La 7e victime a indiqué que si une fille avait des ennuis pour quelque chose, le prévenu Reeves se présentait et emmenait la fille dans une pièce, mais elle ne savait pas ce qui s'y passait. Elle a également déclaré que si un acheteur répondait à l'annonce, une personne chargée de la planification l'ajoutait au calendrier de la fille. Maintenant, la 8e victime a laissé entendre qu'il y avait un effort pour faire croire que cette organisation était une entreprise légitime. La plainte indique que la victime numéro 8 a informé les agents qu'elle fournissait des services sexuels tarifés pour l'organisation d'avril 2022 jusqu'à la fin de 2023. Elle a indiqué que les accusés Reeves et Komanash dirigeaient l'organisation et le site web, et que Komanash prenait ses photos et lui montrait quoi faire. La victime numéro 8 a confirmé qu'elle figurait sur Minnesota Erotica, qu'une personne chargée de la planification ajoutait les dates à son calendrier, et qu'environ 50 à 60% de l'argent qu'elle gagnait retournait à l'organisation. Elle a déclaré qu'elle devait mettre l'argent dans une enveloppe avec son nom, la date et le montant, et que Komanash venait généralement le récupérer. La 8e victime a déclaré que les filles travaillaient dans au moins 6 endroits différents et qu'elles changeaient souvent d'endroit. La 8e victime a déclaré que Reeves recrutait des filles et achetait de l'alcool et de la cocaïne pour elles. Elle recevait également de fausses fiches de paie de l'organisation. Au total, Reeves, Komanash, Tom et Samson ont été accusés de 13 chefs d'inculpation pour promotion de la prostitution et 13 chefs pour avoir tiré des profits de la prostitution. Et l'enquête est loin d'être terminée. Il pourrait également y avoir un lien avec un présumé système de fraude à Medicaid dans le Minnesota. Mais cela représente l'aboutissement d'une enquête de plusieurs années sur ces accusés qui reste active et en cours afin de continuer à découvrir d'autres activités criminelles potentielles liées à leur travail. Je tiens à remercier les victimes dans cette affaire pour leur courage et leur bravoure d'avoir témoigné. Se manifester dans cette affaire face à des individus qui les ont exploités de façon continue, qui les ont menacés à différents moments, demande un véritable courage et une vraie bravoure. Et nous vous sommes reconnaissants d'avoir témoigné afin que nous puissions tenir ces individus responsables pour qu'ils ne puissent plus continuer à causer ce tort dans nos communautés chaque jour. Comme vous l'avez vu ici, il s'agissait d'un stratagème complexe. Il s'agissait d'un stratagème conçu non seulement pour exploiter les victimes dans ces affaires, pour profiter d'elles, mais aussi structuré pour dissimuler l'argent et les profits, ce qui a été fait avec plusieurs personnes, y compris la création de sociétés écrans, comme cela est allégué dans la plainte. Nous allons donc continuer à enquêter sur cette affaire et à travailler avec le bureau du procureur du comté pour nous assurer que justice soit faite. Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Je voudrais faire intervenir Joe Tamburino. C'est un avocat de la défense pénale qui exerce dans le Minnesota et parfois aussi dans le Wisconsin. Mais Joe, je sais que vous vivez dans l'agglomération de Minneapolis et que cela a beaucoup fait la une des journaux. Oui, en effet, et merci de m'avoir invité, tante Anne-Jeannette. C'est partout dans les médias parce que ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit de chefs d'accusation très graves. 26 chefs d'accusation concernant quelqu'un qui était procureur et qui était procureur apparemment au moment où tout cela se passait pour la plupart des faits. Donc c'est une affaire vraiment frappante. Et cela dure depuis un bon moment. Je veux dire, cela dure depuis de très, très nombreuses années. Donc, selon la plainte, ils ont pu passer inaperçus pendant plusieurs années, alors qu'ils menaient prétendument cette opération de trafic sexuel. C'est exact. Vous savez, dans beaucoup de ces types de conspirations, que ce soit une opération de trafic sexuel ou de drogue, la contrebande de migrants, toutes sortes de choses comme ça,
qui nécessite un certain nombre de personnes pour tenter de commettre le crime. Vous savez, bien souvent, ce n'est qu'une question de temps avant que toute l'organisation ne soit découverte. Parce que tôt ou tard, quand on traite avec autant de personnes, quelqu'un finit par parler. Il va forcément y avoir une faille. Et c'est essentiellement ce qui s'est passé dans ce cas. Eh bien, et ces victimes, selon la plainte, les victimes ont été maltraitées. Vous savez, il est très très rare de voir une opération comme celle-ci où les victimes sont bien traitées, où les travailleuses du sexe sont bien traitées. Je veux dire, il y a une victime ici qui, vous savez, parle d'une autre victime qui a été agressée sexuellement. Et d'autres femmes essaient de lui venir en aide, mais elles n'y arrivent pas. C'est exact. Et tout cela, si c'est prouvé devant le tribunal, aura un impact sur la peine. Vous voyez, dans la plupart de ces chefs d'accusation, même si vous les lisez et qu'il est écrit jusqu'à 20 ans de prison, et c'est exact. C'est la peine maximale que vous pourriez recevoir. Mais vous devez comprendre qu'il y a aussi ce qu'on appelle les directives de détermination de la peine du Minnesota. Et pour la plupart de ces chefs d'accusation, les directives prévoient une peine minimale de 4 ans de prison. Donc quand vous commencez à additionner ces chefs d'accusation, si la personne est reconnue coupable de plusieurs chefs sur plusieurs dates, vous pourriez facilement atteindre 20 ans de prison. Parlons du rôle présumé de chaque personne dans cette affaire. Tout d'abord, nous avons Frank Reeves. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il était le proxénète. C'est lui le proxénète. Selon la plainte, il enivre les filles, il les recrute. C'est la personne qui, dans ce cas précis, a agressé sexuellement l'une des travailleuses du sexe. Donc, il est vraiment, je suppose, au sommet du réseau, d'après le procureur. C'est ainsi que l'accusation a présenté l'affaire. Et vous savez, encore une fois, si tout cela est prouvé devant le tribunal, si c'est ce qui se passe, c'est ainsi qu'il serait considéré. Dans beaucoup de ces types d'affaires de conspiration, encore une fois, que ce soit pour la traite sexuelle ou la drogue ou tout ce qui s'en rapproche, il y a généralement différents rôles pour les co-conspirateurs à jouer. Vous savez, comme dans une affaire de drogue, il peut y avoir ce qu'on appelle le cerveau, celui qui est vraiment derrière tout ça et qui organise tout. Ensuite, il peut y avoir quelqu'un qu'on appelle la mule, qui voyage avec la drogue. Il peut y avoir le vendeur qui vend la drogue. Donc chacun joue un rôle. Ça fait partie de la machine. Et puis, nous avons Komenosh. Elle aidait apparemment, selon l'accusation et les agents du BCA, à recruter les femmes et à publier leurs services sur le site Minnesota Erotica. Donc, nous avons aussi une femme impliquée dans cette affaire. Est-ce courant, d'après votre expérience, d'avoir, vous savez, un proxénète masculin, le chef, pour ainsi dire, mais ensuite, vous avez une femme qui sert un peu à offrir une approche plus douce, un côté plus doux, comme « ce sera génial ». Vous savez, je veux dire, est-ce que c'est courant? Est-ce pour ça qu'on impliquerait peut-être aussi une femme dans le recrutement? On le voit dans les affaires de prostitution, en particulier dans les réseaux de prostitution. J'ai travaillé sur des affaires de prostitution et sur des affaires liées à des réseaux de drogue. Et vous savez, au final, dans beaucoup de ces situations, il s'agit de gagner de l'argent. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, si vous faites partie du réseau, vous voulez gagner de l'argent. Et donc, dans ce cas, ce qui est allégué, c'est ce que vous dites, à savoir qu'il s'agit d'une personne qui, soi-disant, adopte une approche plus douce pour essayer de recruter des femmes. Et ensuite, nous avons Andrea Sampson, la procureure, la légitime. Vous savez, le visage de quoi que ce soit. Je suis sûre qu'elle n'est pas le visage de l'organisation, bien sûr, mais elle apporte une certaine légitimité à cette organisation parce qu'elle a un diplôme en droit. Elle travaille dans un bureau du procureur. Certes, elle travaille dans la division civile, mais elle est capable de créer, selon ce qui est indiqué dans la plainte, des sociétés à responsabilité limitée. Elle réserve ses lieux pour, vous savez, les rendez-vous et ce genre de choses. Donc, elle s'occupe un peu de la paperasse. Eh bien, c'est ce qui est frappant dans cette affaire. Si cela est prouvé devant le tribunal, c'est quelque chose que, vous savez, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille réellement dans le bureau du procureur. Et peu importe que vous fassiez du civil, du pénal, du droit des mineurs ou des internements civils, vous travaillez toujours pour le bureau du procureur du comté. Maintenant, dans le Minnesota, nous les appelons procureurs du comté. Dans une grande partie du pays, on les appelle procureurs de district, mais c'est la même chose. Ils représentent le bureau du procureur pour tout le comté.
Et le comté d'Aloka est un comté assez grand. Il compte plus de 400 000 habitants. Il est limitrophe du comté de Hennepin, qui compte environ 1 200 000 habitants. C'est donc un comté important, c'est un bureau important. Il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans ce bureau. Donc vous savez, c'est très rare, voire jamais vu, de voir quelque chose comme ça, où il y a des allégations de crimes extrêmement graves concernant quelqu'un qui, apparemment à l'époque, travaillait dans le bureau du procureur. Si vous êtes le procureur élu du comté d'Anoka et que vous recevez un appel du BCA et qu'ils disent Hé, devinez quoi? Nous enquêtons sur une opération de trafic sexuel et l'une de vos procureurs, l'une de vos assistantes, est impliquée. Je ne comprends pas. Ils l'ont simplement mise en congé en février, puis ils l'ont licenciée en mars. Si vous recevez cet appel, Joe, est-ce que vous réagissez comme Est-ce que votre tension artérielle explose? Je veux dire, quelle est votre réaction si vous êtes dans cette situation et que vous recevez cet appel? Eh bien, j'imagine qu'il y aurait plusieurs réactions. D'abord, vous seriez sidéré, vous n'y croiriez pas. Je veux dire, comment une chose pareille peut-elle arriver? Ce sont des avocats, ce sont des personnes qui sont allées à la faculté de droit, qui connaissent les règles d'éthique, connaissent la procédure, connaissent la loi, et vous les avez engagés, ce qui veut dire que vous les avez sélectionnés. Donc vous seriez complètement choqué, je pense, en premier lieu. Deuxièmement, vous vous demanderiez, mais comment cela a-t-il pu passer inaperçu dans mon bureau? Je veux dire, comment personne n'a rien remarqué? Est-ce qu'elle utilisait les ordinateurs du bureau? Est-ce qu'elle utilisait les ressources du bureau? Des choses comme ça. Donc vous vous demanderiez, mais comment personne n'a rien remarqué? Je veux dire, vous voudriez vérifier le fonctionnement interne de votre propre bureau. Et enfin, vous penseriez aussi à toutes les victimes dans cette affaire, puisque vous êtes le procureur en chef. Votre tâche principale est de rendre justice pour les victimes impliquées dans les affaires de votre comté. Vous représentez les habitants de votre comté. Donc oui, vous seriez également horrifié par ce qui est arrivé aux victimes. Horrifié par ce qui est arrivé aux victimes. Et puis, il y a quelqu'un qui est allé à la faculté de droit, a obtenu un diplôme de droit, a prêté serment de défendre la Constitution et occupe un poste où elle devrait protéger les victimes. Et on les accuse de faire tout sauf cela. Eh bien, c'est exact. Je veux dire, vous savez, toutes ces accusations concernent des actes de victimisation. Et vous savez, non seulement lorsque vous sortez diplômé de la faculté de droit et que vous prêtez serment au barreau, vous prêtez effectivement serment et vous devez respecter les règles déontologiques. Mais dans le comté d'Okanogan, comme dans pratiquement tous les bureaux du procureur, les bureaux des avocats du comté, ils ont leur propre code. Donc, vous respectez les règles du bureau et leur éthique. Donc, c'est une situation à double niveau, où non seulement vous avez une obligation envers l'État parce que vous êtes un avocat assermenté, mais aussi une obligation envers votre bureau. Parce qu'un bureau du procureur, même selon nos règles éthiques, est considéré comme un serviteur de la justice. Ils ont des règles éthiques spécifiques que les autres avocats n'ont pas. Vraiment sidérant. Nous avons ensuite Victoria Toombs. Elle est accusée essentiellement d'être propriétaire du site et d'avoir géré ce site web, Minnesota Erotica Personals. C'était le site web. Et c'est là que les femmes, leurs annonces étaient publiées. Vous savez, leur publicité. Vous savez, ça me fait penser à Backpage. Vous savez, les autorités fédérales ont fermé ce site il y a des années. Mais maintenant, il y a tous ces sites imitateurs qui apparaissent partout sur Internet. Donc elle est, vous savez, je suppose, celle qui passait les annonces. D'accord. Et vous avez mentionné Backpage. Nous savons tous ce qui leur est arrivé il y a des années. Mais vous savez, comme le dit le proverbe, très souvent dans la communauté des forces de l'ordre, comme ici avec le Bureau des enquêtes criminelles, le BCA, surtout avec Internet, cela devient un jeu de, comme on dit, de tape-taupe, c'est-à-dire que dès qu'un site est fermé, un autre apparaît aussitôt. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il est tellement facile de créer un site web, de communiquer avec des gens et d'essayer d'attirer des clients pour n'importe quel produit, qu'il soit légal ou illégal. Donc, à moins que des personnes dans l'organisation commencent à parler ou que des victimes commencent à parler, il est souvent difficile de mettre fin à ces activités. Sans aucun doute, sans aucun doute. Vous savez, ça me fait penser aux mauvaises herbes quand on essaie de s'en débarrasser dans un jardin.
Vous savez, il n'y a qu'une certaine quantité de désherbants que vous pouvez utiliser, ou même comme les cafards, vous savez, quand vous allumez la lumière dans une pièce sombre, ils se dispersent tous. Donc pour moi, c'est un peu la même chose. Une autre partie de tout ça, Joe, que je trouve intéressante et pas surprenante, c'est que toutes ces femmes impliquées dans le réseau de trafic sexuel, les femmes qui sont inculpées, croyaient toutes qu'elles étaient dans une relation amoureuse avec Frank Reeves. Explique-moi ça, je ne comprends pas. Je regarde ce type et je me dis, vraiment? Genre, tu es dans une? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'attrait? Qu'est-ce qui attire chez lui? Parce que je regarde ce type et je me dis, vous pensez tout être dans une relation amoureuse avec lui et vous pensez que c'est un bon parti? Est-ce à cause de l'argent? Est-ce que c'était ça, le charme? Eh bien, je ne peux pas vraiment parler de ce cas parce qu'on n'a pas toutes les informations. Tout ce qu'on a, c'est la plainte pénale. On n'a pas de déclaration. Il nous manque beaucoup de choses. Cependant, en général, dans ce type d'organisation qui victimise les femmes, qui s'en prennent aux personnes vulnérables, on observe souvent un autre type de psychologie. Un type où l'on essaie en fait de faire croire à la victime qu'elle fait partie d'une équipe, de lui faire croire qu'elle est affectivement impliquée, de lui faire croire que la personne qui abuse réellement d'elle tient à elle, l'aime. Ils font tous partie de la même organisation. Ils travaillent ensemble. L'organisation veille sur eux. Donc, je ne peux pas parler précisément de ce qui s'est passé dans ce cas parce que nous n'avons pas l'information. Mais en général, on voit parfois cela. Mais ces co-accusées croient qu'elles sont dans une relation amoureuse avec lui. Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est exact. Je veux dire, si c'est vrai, oui, vous verrez cela. Waouh, c'est fou. Pensez-vous qu'il y aura d'autres accusations à la suite de cela? Parce que pour l'instant, il s'agit d'une plainte. Cela n'a pas encore été présenté à un grand jury. Nous avons des allégations selon lesquelles Frank Reeves aurait agressé sexuellement ces travailleuses du sexe et les aurait saoulées, vous savez, en leur fournissant de l'alcool, des choses de ce genre. Pensez-vous qu'il y aura d'autres accusations devant le grand jury? Eh bien, c'est toujours possible, mais je ne pense pas qu'il y aura un grand jury dans cette affaire, parce qu'au Minnesota, les règles sont assez différentes. Les grands jurys ne sont utilisés que lorsqu'une personne ou un procureur cherche à obtenir une peine de prison à vie. Donc, c'est essentiellement pour une affaire de meurtre. Ce n'est pas une affaire de meurtre. Donc un grand jury ne serait pas utilisé. Cependant, une plainte peut être modifiée et elle pourrait l'être en fonction de tous les co-conspirateurs ou d'un seul. Donc il pourrait y avoir une situation où il y a des accusations distinctes pour un ou plusieurs des conspirateurs présumés dans l'affaire. Vous pourriez voir cela. Vous pourriez également voir une plainte complètement distincte si l'un des prévenus dans cette affaire était prétendument impliqué dans d'autres crimes. Donc il n'est pas surprenant, dans n'importe quelle affaire criminelle de ce genre, que vous puissiez voir d'autres accusations apparaître. Eh bien, nous allons certainement garder un œil là-dessus. C'est vraiment triste. Comme affaire, vous savez. J'espère que ces femmes, ces victimes présumées, reçoivent de l'aide et qu'elles sortent de ce milieu, car cela peut être très éprouvant émotionnellement et traumatisant. Et ce n'est tout simplement pas un endroit sûr. Ce n'est pas un secteur sûr. Ce n'est vraiment pas un bon travail à faire. Joe Tamburino, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre temps. Merci. Tous les accusés sont détenus sous caution d'1 million de dollars alors que l'enquête se poursuit. Maintenant, si vous êtes victime de traite des êtres humains ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est, vous pouvez obtenir de l'aide. Appelez le 1-8837-37-888. Encore une fois, ce numéro est un 8837-3788 ou envoyez simplement un SMS au 33. Et nous allons continuer à suivre cette affaire pour voir comment elle évolue et si d'autres accusations sont déposées. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Anne-Jeannette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.